Bonjour, bon début de semaine à tous. Nous sommes lundi, c'est la première édition de la semaine de la revue des grandes unes avec la presse que vous aurez à lire, disponible en kiosque ce matin. Nous débutons avec la nouvelle par L'Œil du Sahel qui parle de recrutement de 3000 instituteurs et nous apprend que 50% de recrues pour les écoles du Grand Nord, c'est le titre proposé par le journal. Le journal parle également d'autres faits, notamment en Gaoundéré où les élèves de la SASM sont exposés au choléra. C'est un autre sujet que je vous invite à lire en page 3 ce matin. Dans l'extrême nord, les réponses des jeunes aux besoins énergétiques également. Dans le même journal, c'est un mini-dossier que propose le tabloïd. Et on aura l'occasion de parler également de la coopération avec le Cameroun et l'Union européenne qui s'accordent pour un nouveau partenariat. C'est à découvrir dans le même journal, L'Œil du Sahel. Et puis, le journal Émergence parle d'éducation avec 175 partenaires du ministère de l'Éducation de base convoqués donc au contrôle supérieur de l'État. C'est à lire en page 2. Le journal parle également d'autres faits ce matin que je vous invite à découvrir. Le Messager, pour sa part, s'intéresse à la prison de Kondengi qui veut faire taire Mebengo. C'est une question que se pose le tabloïd de ce matin. Le même journal parle également du lycée bilingue de Kribi, l'affaire du porte-monnaie magique, également évoquée en page 7 du quotidien du Messager, qui parle aussi du Chan 2020 avec la rançon du bricolage à lire dans le journal. Le même journal parle aussi de Yaoundé, le film de la libération de Mamadou Mota à découvrir dans le tabloïd également ce matin. Une mutation pour sa part, parle de télévision numérique terrestre, 38 milliards de francs CFA pour relancer le projet. C'est ce que propose d'ailleurs le journal. Vous aurez à lire tout cela en page 7. Le même journal s'intéresse aussi aux postes et télécommunications avec les défis pour 2021. Et là, on s'intéresse également à la compétition. Le bilan du Chan 2020 à lire dans mutation de ce matin également. Le quotidien Le Jour, un seul titre parlant de Mamadou Mota. Le combat continue, c'est ce que le journal propose ce matin. Vous aurez également à lire la suite dans le dossier proposé par le journal. Et puis intégration parle de franc CFA suite au nazisme monétaire de la France, selon bien sûr le tabloïd. On peut parler là notamment du Sénat français qui fait donc la main dans le sac, qui a été fait la main dans le sac. Et également, le journal parle également de la révolution pacifique des chefs d'État de la CEMAC. Et là, on parle aussi d'appel à la mobilisation qui continue des sociétés civiles également dans le journal ce jour. Le même journal parle aussi de la fête de la jeunesse avec entre paroles, mots et voix présidentielles. C'est le dossier que l'on peut découvrir dans le journal Intégration en kiosque qui parle également du Chan 2020, l'envers et l'endroit d'un tournoi. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Entre-temps, la zone des 3 frontières Malabo dicte justement sa loi. C'est en page 8 du journal Intégration en kiosque ce matin également. Le journal Éco-Santé qui en qu'est-ce parle donc de Raphaël Nietzsche, inventeur du Drépanovax. Je soigne des drépanocytaires depuis 13 ans. C'est la suite à lire dans le dossier proposé par le journal Éco-Santé de ce matin qui s'intéresse également à l'actualité sanitaire au Cameroun. Le journal Repère, pour sa part, parle du Chan 2020, stade flamboyant, fiasco organisationnel. C'est le dossier que propose le journal ce matin. Je vous invite à lire aussi. Le journal, c'est Repère qui en kiosque ce matin. Et puis le journal Le Financier d'Afrique s'intéresse à l'actualité et parle notamment de l'Afrique centrale, les opérateurs économiques équato-guinéens attirés donc par le Cameroun. C'est l'autre information à lire dans le journal. Ce matin également, d'autres actualités sont contenues dans le même tabloïd. Alors, le soir hebdomadaire parle du Sud avec le plan d'urgence humanitaire. 4200 déplacés internes reçoivent notamment l'appui spécial du chef de l'État. Et c'est une activité menée par le ministre de l'Administration territoriale qui a séjourné durant 2 jours donc dans cette partie du pays. Il a rencontré des personnes en question, notamment les déplacés, et aussi remettre également les présents à ces personnes-là. Ce sont là quelques informations que je vous invite à lire dans le soir hebdomadaire de ce matin. Et puis le journal Le Populi qui en se parle d'un trou de 200 millions au MRC. Un audit donc peut en cacher un autre. C'est à lire dans le journal. Ce matin, c'est le Populi qui est en kiosque également. C'est le journal satirique aussi. Alors, dans la presse, on va retrouver le journal Entrepreneur qui parle de relance économique, l'absence de la diaspora. Le journal fait savoir qu'on pourrait s'y méprendre, non, mais le Cameroun dispose d'un potentiel qui pourrait ravir l'Afrique tout entière par la qualité même de sa diaspora. La situation qui prévaut à l'heure actuelle pousse notamment à se questionner sur le rôle joué par ces acteurs
important dans le tissu économique national. C'est ce qu'on dit, on découvre également dans le dossier du numéro ce matin. Et on parle aussi de tragédie de Tchang, au-delà de la grande parade, des actions attendues. C'est en page 3 du journal, disponible en kiosque. Autant d'informations à découvrir dans la presse si vous faites un tour en kiosque ce lundi matin. Donald Bliss-Kangwa, bonjour et bienvenue. Nongo, bonjour à tous nos téléspectateurs. Je salue ce matin Thierry Niopé qui nous rejoint pour ce lundi qui est assez inhabituel. Merci d'être là. Bonjour Thierry Niopé. Bonjour Flavien Nongo, je renvoie la politesse à Donald Bliss-Kangwa. Je dis également bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. C'est un plaisir d'être là ce matin. Peut-être pas la dynamicalité parce qu'il est sur le plateau, mais ce n'est pas une première. Voilà, il est généralement là les mardis. Il sera encore là demain. Alors, donc, avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets. Donald, Brice, parlant notamment du Grand Nord, dans l'île du Sahel, avec ce matin, ce recrutement de 3000 instituteurs, 50% de recrues pour les écoles du Grand Nord. C'est dit qu'il y a un souci d'enseignants. Oui, le déficit d'enseignants est très important au Cameroun, notamment dans l'enseignement primaire. Cet ordre d'enseignement qui est important, qui est justement la base. Ce déficit est important dans beaucoup de régions et notamment dans le Grand Nord. Et le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Tondingwa, vient d'annoncer une nouvelle vague de recrutement de 3000 instituteurs pour cet ordre d'enseignement-là. On apprend que 50% de ces enseignants, de ces instituteurs-là seront affectés dans le Grand Nord, c'est-à-dire l'Adamawa, l'extrême nord et puis le nord. C'est une bonne nouvelle, mais évidemment que cela ne permettra pas de résorber de façon définitive la crise en instituteurs dans cette partie du pays. Vous savez que c'est une partie du territoire qui est très peu avancée en matière d'infrastructure, en matière de commodité de la vie moderne, et pour ces raisons-là, un certain nombre d'enseignants qui sont affectés dans ces régions ne prennent pas service. Mais aussi, à cette question qui est d'ordre structurel, on pourrait dire, il y a d'autres questions conjoncturelles, notamment la guerre contre Boko Haram qui a déclenché en 2014 et qui impose un contexte sécuritaire difficile, mais aussi depuis quelques années, d'autres crises qui se sont ajoutées à cette guerre contre Boko Haram. Et donc, ne rend pas le Grand Nord attractif pour les enseignants, ni du secondaire, ni du primaire, comme c'est le cas ce matin. C'est une bonne nouvelle, évidemment. On attend bien que la transparence qui est requise lorsqu'il s'agit de la gestion des affaires publiques gouverne le processus de bout en bout. On se souvient, vous n'êtes pas sans ignorer que le récent recrutement a charrié beaucoup de contestations, beaucoup de fraudes, beaucoup de tripatouillages qui n'honorent pas l'enseignement. Très bien, alors donc on parle, c'est une très bonne nouvelle, on le sait, avec ces 3000 instituteurs, 50% de recrues pour les écoles du Grand Nord. On constate justement qu'il y a ce déficit en infrastructure scolaire et également des enseignants aussi, raison pour laquelle une partie, notamment, je vais dire la moitié, devrait rester dans cette partie du pays. Je crois que Donald Brice a parcouru de long en large le problème. Moi, je crois que le problème ne réside pas au niveau du recrutement de ces enseignants ou de ces instituteurs, encore moins sur la transparence qui devait régner autour de cette opération-là. Je continue à croire que le vrai problème reste infrastructurel, parce que, il a souligné tout à l'heure, peut-être à demi-mot, tant qu'on ne fait pas des efforts, tant que le gouvernement de la République ne fait pas des efforts pour désenclaver suffisamment cette partie du pays, je crois que le Grand Nord posera énormément de problèmes. Tout comme l'arrière-pays a toujours posé beaucoup de soucis au gouvernement au niveau de la gestion des ressources, parce qu'aucun fonctionnaire affecté dans une partie reculée n'accepte généralement de prendre fonction à cause de ces commodités-là. Il a effectivement relevé que le problème d'infrastructure se pose avec beaucoup d'acuité. Et c'est vrai, vous savez que c'est l'une des zones les plus enclavées. On a souvent souligné sur ce plateau que même les élites, ces membres du RDPC qui sont parfois à l'Assemblée nationale ou encore au Sénat ne font pas assez d'efforts pour accompagner les populations de cette partie du pays et ajouter justement
à la crise sécuritaire qui s'y est installée depuis presque 2 décennies, parce qu'il allait en 2014, je crois que c'est peut-être à partir de 2014 que cette crise a été quelque peu exacerbée avec les frappes à répétition de la secte islamique Boko Haram, mais c'est une crise qui date depuis plus de 2 décennies, donc cela n'encourage pas, cela n'amène pas des personnes ou les fonctionnaires envoyés dans cette partie du pays d'aller vaquer paisiblement à leurs occupations, parce que entre le souci de la préservation de sa vie, le souci de pouvoir régler véritablement ses problèmes par rapport à sa pitance quotidienne, comment faire pour s'en sortir dans une zone comme celle-là, c'est assez difficile. Évidemment qu'au-delà de cette mesure du ministre de l'Éducation de base, il faudrait que l'on travaille davantage pour voir comment on peut pacifier davantage cette zone et comment on peut davantage améliorer les conditions de travail des différents fonctionnaires qui sont appelés à y prendre fonction. Alors, c'est le journal qui est dans le sujet. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, la question est d'autant plus importante, mon cher Flavien. L'enseignement, c'est l'un des secteurs où l'État ne doit pas s'amuser. Voyez-vous, nos forces de défense et de sécurité sont sur divers fronts. À l'extrême nord, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont sous le joug d'une crise depuis près de 4 ans maintenant, l'État pourrait accorder des primes spéciales à des enseignants qui, de façon durable, s'installeraient dans les régions enclavées, les régions difficiles au plan sécuritaire. On a vu cette initiative avec, on parlait des palmes académiques, en tout cas avec Ngalé Bibé lorsqu'il était aux enseignements secondaires, mais maintenant ça peut être implémenté au niveau de l'éducation de base aussi. Oui, je pense que les palmes académiques, c'est autre chose pour les performances, le mérite, ainsi de suite. Le défi ne sera pas forcément d'envoyer ces 50% d'enseignants à l'extrême nord, dans le Grand Nord. Le défi, c'est de les maintenir sur place. C'est-à-dire que dès qu'ils prennent fonction, on s'assure qu'ils sont là. Et pour qu'ils soient là, il faut que les conditions soient créées, les conditions de motivation notamment. Je parlais notamment, comparaison n'est pas raison, mais cette virgule, je voulais dire, lorsqu'on a un contexte particulier, il faut prendre des dispositions particulières. Nos forces de défense et de sécurité qui sont engagées sur les fronts de crise bénéficient des primes spéciales parce qu'on connaît le risque qu'ils prennent en y étant. On pourrait faire de même. Nos magistrats ont des primes, ainsi de suite. Il y a des secteurs comme ceux-là, avec lesquels on ne basine pas. C'est le cas pour le secteur de l'enseignement. L'État pourrait décider d'accompagner les enseignants qui décident, au péril de leur vie, de s'installer de façon durable dans ces régions. Ça permettrait effectivement de relever la qualité de l'enseignement dans ces régions, la qualité de l'enseignement qui est déjà très boiteuse dans les régions du nord, de l'extrême nord et de l'Adamawa. Parce que si on ne le fait pas effectivement, le gap qui est déjà très important par rapport aux autres régions, par rapport aux 7 autres régions, on pourra ajouter l'Est aussi, qui n'est pas très bien loti. Si on ne le fait pas, le gap va se creuser davantage et à l'occasion des crises qui se multiplient dans ces régions-là, enlèvement, kidnapping, avec la guerre contre Boko Haram, le gap va se créer davantage et ces régions vont continuer de tirer le diable par la queue, d'être dernière si on ne prend pas de mesures spéciales. D'accord. Alors, puisque le journal évoque le sujet ce matin, l'Édu Sahel qui parle de ces 50% des recrues pour les écoles du Grand Nord, parlant de ce recrutement de 3000 instituteurs, il y a Émergence qui parle aussi de l'éducation ce matin avec 175 partenaires du ministère de l'Éducation de base convoqués au contrôle supérieur de l'État. Mais justement, voilà autant de problèmes qui continuent à faire jaser au sein du corps social. Parce qu'en réalité, si le problème a été posé, ramené au niveau du contrôle supérieur de l'État, ça veut dire que la situation est assez grave. Mais moi, je continue à croire qu'au-delà, là déjà, on a traversé le problème que nous évoquions tout à l'heure, mais je continue à croire que le plus important, peut-être on ne l'a pas suffisamment relevé, et je crois que les journaux devraient davantage travailler là-dessus. Il ne s'agit pas seulement du Nord Cameroun, comme vous le soulignez tout à l'heure. Je dis toutes les parties,
partout où il y a enclavement au Cameroun, le déficit en enseignants se pose avec beaucoup d'acuité. Il faudrait donc que le gouvernement travaille davantage à ce niveau. Tout à l'heure, Donald Brice a évoqué peut-être ces primes d'encouragement, comme c'est le cas, comparaison n'étant pas raison, comme c'est peut-être le cas avec nos forces de maintien de nos forces armées. Il faudrait peut-être envisager, commencer à réfléchir comment on peut faire pour implanter véritablement ces enseignants sur place, parce que si on ne fait pas ce problème, si on ne résout pas de manière assez durable et pérenne ce problème-là, je crois que le déficit va davantage se creuser et les arrière-pays, notamment partout où le problème d'enclavement se pose, je crois qu'on ne parlera plus dans ce monde de ce côté, parce que aller à l'est du Cameroun, aller même ici au littoral, notamment dans le Cam ou du côté de la Sanaga maritime, le problème se pose avec beaucoup de pertinence. Vivement que toutes les personnes qui travaillent jettent un coup d'œil assez particulier, je crois. D'accord. Alors, Donald Brice-Kangwa, avec le sujet proposé par Émergence, qui parle également de l'éducation, 175 partenaires du ministère de l'Éducation de base convoqués au contrôle supérieur de l'État, c'est dit qu'il y a également un souci. Le journal a évoqué la question de la distraction des fonds et autres aussi. Oui, vous savez, l'orthodoxie dans la gouvernance, ce n'est pas la chose la mieux partagée au Cameroun. Le contrôle supérieur de l'État a justement noté dans certains marchés passés au ministère de l'Éducation de base qu'il y a un certain nombre d'irrégularités et cherche à voir clair là-dedans. Je pense que c'est une bonne chose, pourvu que ce type d'audit, de contrôle, qui est une activité normale en République, se fasse dans les règles de l'art, sans règlement de compte, ainsi de suite. Et voilà, donc vous aurez à lire le sujet ce matin dans le journal. Et le quotidien Le Messager a un autre titre parlant de prison de Kondengui avec une question: qui veut faire taire Edgar Alain Bengo? Je crois que je ne pourrais répondre à cette question de manière affirmative. Toujours est-il que ce que nous avons appris à la fin de la semaine dernière est assez pathétique quand même, à croire que même en prison, on est plus en sécurité, surtout quand on a affaire à des prisonniers de luxe. C'est comme ça que nous les appelions à l'entame ou au début de l'opération Épervier. Sont quand même des gens qui méritent une protection tout à fait particulière, même étant en prison. On ne comprend pas comment, même étant dans ces conditions-là, je vous rappelle que c'est quand même un témoin suffisamment important, un élément assez important dans la lutte contre la prévarication de la fortune publique. Il faudrait donc que des gens pareils, que des personnalités, il faut les appeler ainsi, qui sont dans ces conditions-là, où ils sont quelque peu en disgrâce, où ils ont quelques soucis avec la justice camerounaise, soient protégés. Vivement que, une fois de plus, on sait que les prisonniers traversent parfois vivent dans des conditions assez délectaires. Vous l'avez vu, il y a même une vidéo qui avait fuité à l'époque où on voyait un milliardaire bien connu de la place publique, notamment Yves-Michel Fotso, souffrir le martyre de ce côté. Il a même dû être évacué de toute urgence. Il y a à côté des gens comme Edgar Alain Bengo, l'ancien Premier ministre Chief Inoni Ephraim, qui souffre également le martyre de ce côté. On ne parlera pas de Marafa Amidou Yaya, qui a vu par exemple ses problèmes de santé suffisamment se détériorer. Donc il y a en réalité beaucoup de griefs qu'on peut relever autour de l'encadrement de ces prisonniers de luxe là. Ne sont pas des prisonniers ordinaires. Donc vivement que le ministère de la Justice travaille davantage à ce niveau pour continuer, pourquoi pas. Parce qu'ils ont des droits, même comme ils sont en prison, au-delà d'avoir des droits, ce ne sont quand même pas des prisonniers ordinaires. Vous le dites exclusivement pour les prisonniers du luxe ou alors pour tous les prisonniers?
Je commence par les prisons de luxe. Cela nécessite déjà un encadrement tout à fait particulier. On ne va pas mélanger quand même l'ancien ministre de la Défense avec n'importe qui. On ne va pas le mélanger avec n'importe quel bandit de grand chemin. Maintenant, au-delà justement de cela, je vous rappelle que les prisons camerounaises sont suffisamment pleines. Ici, à la prison centrale de New Bell, vous savez qu'il y a des prisonniers qui dorment à la Belle Étoile. Et parfois, face aux intempéries, beaucoup n'ont que les yeux pour pleurer. Il faut totalement, soit construire de nouvelles prisons. On a essayé avec les prisons secondaires. Je vous rappelle qu'il y a un décret qui a créé quelques prisons secondaires, notamment dans quelques postes de gendarmerie, mais cela n'a pas suffi. Il faudrait donc qu'on pense véritablement, parce qu'il y a naguère, on avait annoncé la construction d'une prison vers PK17, à l'époque où le ministre Amadou Ali s'occupait de ce dossier. Jusqu'à présent, on n'a pas une suite véritable à ce niveau. Le ministre Laurent Esso est là. On parle toujours de déplacement de la prison, notamment de New Bell, mais on ne voit pas suffisamment d'efforts faits à ce niveau. Où en est-on avec le dossier des prisons? Parce que les prisons au Cameroun sont extrêmement engorgées. Il faut penser à les humaniser quelque peu. Alors, Donald Brice Kamgan, cette question qui veut faire taire Edgar Aleme Bengon du quotidien Le Messager, qui pose cette question, mais il parle plutôt de cette enquête qui est également en cours pour savoir quelles sont les causes de cette attaque. Oui, la une de Le Messager ce matin est assez évocatrice. Lorsqu'on sait les conditions dans lesquelles l'ancien ministre de la Défense a été agressé en fin de semaine à la prison centrale de Yaoundé, on a appris qu'il traversait la cour de la prison et puis un détenu s'est accroché à lui. Il a blessé à la fois la main et à la tête, il a chuté. Alors, on se demande bien qu'est-ce qui a dû se passer. Ce prisonnier-là, pourquoi est-ce qu'il l'a agressé? Les raisons ne sont pas claires, mais lorsqu'on met les faits dans leur contexte, on peut effectivement se poser des questions, notamment celles que se pose ce matin le Messager. Vous vous souvenez que l'ancien membre du gouvernement, qui est jugé pour détournement de fonds publics, était devant le tribunal criminel spécial, le TCS, pendant la semaine, je crois que c'était mercredi, si ma mémoire ne fait pas de tour, devant le TCS. Il a cité des membres de l'appareil d'État, en l'occurrence le ministre secrétaire d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre de la Justice, dans l'affaire pour laquelle il est devant la justice. Est-ce que ces déclarations devant le TCS sont à l'origine de ces ennuis à la prison centrale de Yaoundé? On ne peut pas l'affirmer, mais toujours est-il que lorsqu'on suit de bout en bout le déroulement de ce procès, la façon dont c'est conduit, il est clair que les fonds qu'il aurait détournés, on est dans la présomption d'innocence, dans le cadre de l'achat des matériels militaires notamment. On peut difficilement dire que ces dérapages dans le management ont été commis sans quelque complicité ou sans quelques implications. En tout cas, on espère que le procès sera équitable, qu'il aura droit, c'est ce que la loi prévoit, à la sécurité de sa personne au sein de ce pénitencier qui regorge beaucoup de prisonniers de luxe, pour reprendre Thierry Niopet. Et comme tout citoyen ordinaire, il a droit à la sécurité, même s'il est en prison. Il a aussi droit à un procès équitable et juste. Très bien. Alors, vous aurez l'occasion de lire également ce que le journal Le Messager a proposé ce matin en posant cette question qui veut faire taire Edgar Aleme Bengon. En pied de une donc, de ce journal, on parle notamment du film de la libération de Mamadou Mota, qui est le premier vice-président de cette formation politique. Le quotidien Le Jour également qui revient et parle de Mamadou Mota. Le combat continue. Oui, le premier vice-président du MRC est sorti de prison vendredi matin autour de 2 heures. De 2 heures par là. Il avait été condamné à 2 ans de prison en 2019 dans le cadre non pas des marches auxquelles il avait participé en juin 2019, mais dans le cadre de la mutinerie survenue à la prison centrale de Yaoundé au mois de juillet 2019. Il n'a donc pas bénéficié de l'arrêt des poursuites dont a bénéficié un certain nombre de ses camarades de politique, notamment le président du MRC, arrêt de poursuites décidé par le chef de l'État. Il a donc
purger 2 ans de prison, pas 2 ans, puisqu'il avait déjà passé une dizaine de mois en prison lorsque cette décision est intervenue, lorsque le tribunal de première instance de Yaoundé l'avait condamné. Il est sorti de prison et donc parmi ses premières déclarations, il a dit à la presse au milieu de la nuit, donc à 2 heures environ, qu'il était au domicile de Maurice Kamto, que le combat continue. Et il a demandé à ses camarades politiques de porter la renaissance, ce sont ses mots. Je pense que Mamadou Mouta, qui a subi des violences lors de son transfèrement d'abord du 7 pour la prison de Yaoundé, incarne une nouvelle race, une nouvelle génération d'hommes politiques téméraires, courageux, qui a subi toutes sortes de violences, tortures psychologiques. Vous vous souvenez qu'il a été accusé de destruction lors de cette mutinerie, de rébellion en groupe, ainsi de suite. Finalement, la cour d'appel du centre, où les avocats se sont déportés après sa condamnation, n'a retenu que rébellion en groupe, je pense, et les autres motifs ont été tout simplement annulés. C'est pour ça que sa peine a été réduite à 18 mois finalement au lieu de 2 ans. Donc le combat continue, ça signifie qu'il ne compte pas lâcher prise. On attend bien de voir quelles sont ses nouvelles orientations politiques. Alors, en parlant de ce combat qui continue dans le journal Le Jour, Mamadou Mouta, et aussi le journal Le Messager qui parle du film de la Libération. Oui, mais on ne se serait pas attendu à moins que cela. Il est normal qu'à sa sortie de prison, qu'il reste déterminé. Surtout, on est revenu justement donner les revenus sur le parcours qui a jalonné son arrestation, les différents péripéties et qui ont entraîné sa mise en débâcle pendant pratiquement 2 ans. Il est sorti de prison, on l'a souligné tout à l'heure, vendredi dans les cours de 2 heures du matin. La presse était au rendez-vous et surtout aidé à cela par les relais du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il reste déterminé, contrairement à ses compagnons, à ses camarades de lutte, notamment Célestin N'Djamène et plusieurs autres pour les Réquingais qui ont quelque peu lâché la barque sous prétexte que le MRC ne représente plus clairement leurs aspirations et les aspirations du peuple camerounais. Je crois que vous les écoutez suffisamment dans les réseaux sociaux et dans les médias où ils pointent, où ils caricaturent de manière assez prosaïque d'ailleurs la gestion du professeur Maurice Kamto. Et vous savez d'ailleurs que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est ces derniers jours quelque peu pointé du doigt dans le cadre d'une affaire de collecte de fonds dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. On parle du mouvement Sauvareuil, je crois, donc de l'initiative qui était gérée par Richard Ekoka. Jusqu'à présent, c'est autant de problèmes qui continuent quelque part à plomber l'avenir politique, je crois, du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais il sort à peine de prison. Je vous rappelle que quand Célestin N'Djamène, pour le ranking, était sorti de prison, c'était la liesse populaire. Ils sont restés déterminés en disant que le combat continuera, mais quelques mois plus tard, ils ont totalement changé de langage, ils ont pris un autre discours en s'attaquant cette fois-là plutôt au professeur Maurice Kamto et au mouvement pour la renaissance du Cameroun. On espère que Mamadou Mouta restera attaché aux idéaux de cette formation politique-là ainsi qu'aux orientations que voudront bien donner le professeur Maurice Kamto. Mais toujours est-il, attendons voir, parce que je l'ai dit tout à l'heure, les autres sont sortis de prison, ils ont tenu le même langage, quelques semaines plus tard, ils ont changé le veste. Alors on vous dira que les autres ne sont pas lui, ou alors lui n'est pas les autres aussi. De toute façon, on lit bien qu'on parle de ce film, le film de la libération de Mamadou Mouta, et également le quotidien Le Jour qui parle du combat qui continue. Vous aurez l'occasion de parcourir ces tabloïds. Alors ce matin aussi, Mutation parle donc de télévision numérique terrestre, 38 milliards de francs CFA pour relancer le projet. Donald West. Oui, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt cette une de Mutation qui a décidé depuis quelques semaines de consacrer une bonne série à ce projet de basculement du Cameroun vers la télévision numérique terrestre. Et la une de ce matin est très intéressante parce que elle nous plonge au cœur d'une étape nouvelle de ce scandale, parce que c'est un scandale, il faut l'appeler ainsi. Le Cameroun était censé passer à la TNT depuis juin 2015.
l'échéance donnée par l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Cette échéance est échue. On n'y est pas. Une nouvelle échéance avait été arrêtée juin 2020. Nous sommes au deuxième mois de 2021, on n'est pas toujours à la TNT. Et l'Immigration nous apprend ce matin que 38 milliards de francs CFA vont être débloqués pour relancer le projet. Alors, en lisant l'article ce matin que j'ai parcouru en quelques minutes, eh bien, les 38 milliards, c'est pour la première phase, notamment le volet diffusion dans la réhabilitation de la CRTV. Vous savez que ce projet a deux volets, réhabilitation de la CRTV et basculement au numérique. Le chef du gouvernement qui est arrivé en janvier 2019, j'espère que maman ne me fait pas de photo, 8 janvier 2019, a mis en place un groupe de travail constitué du Minipostel, le Minepat, le Premier ministère, en tout cas les administrations qui sont concernées par ce vaste projet. C'est un rocher décisif, comme ce matin Jean de Dieu Bidias qui signe cet article. Voilà un projet relativement simple puisque le Nigeria voisin a basculé, le Gabon est sur la bonne voie, des pays comme le Congo sont sérieusement avancés. Voilà un projet censé être bouclé depuis. Le groupe de travail qu'a mis en place Joseph Dion Gouté était censé soumettre ses propositions avant les engagements budgétaires de l'année qui est en cours, 2021. Ce n'est pas le cas, on est au deuxième mois. On a dépensé plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour les séminaires à l'étranger, les missions à l'étranger, les missions de formation, les salaires de ceux qui étaient chargés de ce projet, les techniciens, les experts commis à la tâche. On n'a pas tout de TNT et la vie continue. Nous sommes en plein dans un nouveau scandale qui mérite d'être récité. Il faut qu'on s'arrête à un moment donné lorsqu'on a exagéré dans la KBJ. Alors, votre fin de parole rappelle un peu le titre de mutation de la semaine dernière, ni TNT ni argent. Et aujourd'hui, on parle donc de 38 milliards de francs CFA pour relancer le même projet. Je ne reviendrai pas sur l'historique que Donald a retracé tout à l'heure parce que c'est assez clair. Il est clair que le ministre de la Communication d'antan, je crois, M. Issa Chiroma Bakary en sait long là-dessus et devrait effectivement être interpellé pour dire exactement où est parti l'argent parce qu'on l'avait dit tout à l'heure, mutation l'avait relevé, on n'a ni TNT ni argent. Où est parti toute cette forte somme d'argent parce qu'on se serait attendu à ce que le Cameroun bascule là depuis. Mais il se trouve que pratiquement les échéances ont été prorogées. La dernière échéance date d'il y a pratiquement 6 mois. Les choses n'ont pas suffisamment évolué là-dessus. Maintenant, on parle même d'une somme de 38 milliards de francs CFA qui seront réinjectés là-dessus. Je vous rappelle que la CRTV va prendre une grosse part justement dans ce basculement à la TNT parce que effectivement, je crois que au moment où les médias privés, notamment Equinox et les autres qui travaillent dans le paysage audiovisuel camerounais ont basculé depuis en HD. Quand vous regardez effectivement sur les images que la télévision nationale nous renvoie, malheureusement, le CHAN vient de finir et beaucoup de Camerounais qui n'ont pas pu aller au stade ont regardé le match soit à partir ou à travers les chaînes étrangères, mais pas par la CRTV parce que la qualité de l'image était exécrable. On ne peut donc pas comprendre qu'un média d'État comme celui-là, qui, je vous rappelle, a un budget qui va au-delà de 15 milliards de francs CFA, ne soit pas arrimé, notamment en HD et permettre aux Camerounais d'avoir une qualité d'image irréprochable. On ne parle pas du décor et des plateaux qui peuvent entourer tout cela. Moi, je continue à croire qu'il faudrait que ceux qui ont la charge de ce genre de dossier soient suffisamment patriotes et comprennent que le Cameroun devrait résister pas seulement à leur gestion, mais effectivement aux gestions et aux générations à venir. Parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on a mille et une raisons de se poser des questions. Il y a des efforts qui ont été faits à l'époque. Vous vous rappelez, il y a même des décodeurs TNT qui avaient été achetés en Chine. Proposés au public. Non, davantage à certains membres du gouvernement et à quelques hauts fonctionnaires du côté de Yaoundé. Il y a même
à l'époque, il y a eu une dizaine de télévisions qui avaient été mises gratuitement à disposition par le ministère de la Communication quand la TNT chauffait, quand le dossier TNT chauffait. Mais à ce jour, vous vous rendez compte que c'est un projet qui malheureusement n'a pas donné grand-chose. Marronné, comme quelqu'un dirait. Alors donc c'est une mutation qui est engagée en tout cas dans cette logique, c'est-à-dire nous rappeler quand même qu'il y a eu beaucoup d'argent déjà dépensé et il faudra encore dépenser autant d'argent. Parlant de la télévision numérique terrestre, 38 milliards de francs CFA pour relancer le projet, c'est ce que nous dit le journal. Alors nous sortons de l'émission de Donald Brice, vous avez bien parlé de l'économie, avec Entrepreneur qui parle de relance économique, l'absence de la diaspora. Oui, le Cameroun a décidé d'exclure la diaspora dans sa gouvernance. Écoutez, c'est regrettable parce que c'est une force importante. Les dernières statistiques sur les rapatriements de fonds sont assez évocatrices là-dessus. C'est tout simplement maladroit que de penser qu'on peut se développer sans la contribution des fils et filles du Cameroun qui sont à l'extérieur. Merci à vous. Merci également à nos chers téléspectateurs. La presse est disponible en kiosque. Nous souhaitons de passer une très bonne journée et à demain, 9h20. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Mon ami, je l'ai précisé. Oui, nous sommes. Mais nous avons un problème de vision. Vous comprenez? Et il me donne chaque